On peut dire, je crois, que durant les 11 ans, au cours desquels le général de Gaulle a été président de la République française, en voyageant à travers le monde plus qu'aucun autre chef d'État ne l'avait jamais fait, et plus qu'aucun autre chef d'État étranger ne le fit d'ailleurs durant cette même période, on peut dire, je crois, que le général de Gaulle a rendu la France au monde, c'est-à-dire a rendu au monde une certaine image d'une France indépendante, pacifique, généreuse, soucieuse et exigeante aussi bien de liberté que d'égalité et de fraternité entre tous les peuples, comme elle l'est pour le sien. Durant ces 11 ans, le général de Gaulle fut reçu dans les principaux pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine. Il se rendit au Moyen-Orient, en Extrême-Orient. Il fut en contact avec les systèmes politiques les plus opposés, avec les civilisations les plus diverses et avec toutes les races. Durant ces 11 ans, la France construisit et affirma, par la voix du général de Gaulle, autour des principes de l'indépendance, de la coopération, de la paix, une politique étrangère à vocation universelle. C'est ainsi que le 22 janvier 1959, à Paris, alors qu'il venait d'être élu président de la République, et à la veille d'aller porter au monde ce message de la France, le général de Gaulle l'expose aux membres du corps diplomatique en s'adressant à son doyen, le nonce apostolique. Monsieur le nonce, veuillez être assuré que la France, pour sa part, est animée des plus cordiales intentions à l'égard de tous les peuples, oui, de tous les peuples, sans exception. C'est qu'en effet, les conditions dans lesquelles vit notre univers exigent le rapprochement des hommes et la sympathie des esprits. L'humanité est soumise à des impulsions, à des oppositions de doctrine et d'intérêt plus générales et plus vives que toutes celles qu'elle ait jamais connues, tandis qu'en même temps, des moyens gigantesques de destruction peuvent être à chaque seconde mis en œuvre sur toute la terre. Devant ce danger commun à tous nos semblables, la loi de l'espèce, ou bien le dessein de Dieu, offre aux hommes un recours, qui est la fraternité. La France en est très convaincue, d'autant plus que cette certitude répond à sa vocation. Sans doute envisage-t-elle avec fermeté tous les événements où elle pourrait être un jour engagée. Mais dans ses rapports avec les autres États, si vive que puisse être la confrontation des intérêts, elle entend leur témoigner et en revanche obtenir d'eux cette considération, cette compréhension, ce respect qui sont les conditions nécessaires d'une coexistence pacifique et à plus forte raison d'un accord entre les nations. En même temps, la France veut multiplier entre son propre peuple et tous les peuples du monde les liens salutaires que crée le contact des hommes, l'échange, les échanges de pensée, de culture et d'économie, car quelles que soient les frontières, les ambitions, les races, en définitive, c'est l'homme qui est au fond de tout, et c'est lui qu'il s'agit de sauver. 25 juin 1959, le général de Gaulle est à Rome, au Capitole. Rome nous donne une leçon. Elle dit, non point comme Septime Sévère mourant, « J'ai été tout et tout n'est rien », mais « J'ai été tout
et la vie est à moi. C'est par là aussi que Rome rend témoignage à l'œuvre universelle dont elle a été la mère. Depuis que la louve offrit son lait à Romulus et à Rémus, depuis ce temps, la civilisation latine, qu'est-elle? Sinon une création inlassablement inspirée par la volonté humaine de dominer les choses par l'esprit. Les anciennes colonies françaises, empruntant la voie qu'avait jadis esquissé le discours de Brazzaville, deviennent peu à peu des États indépendants, tout en restant, selon leurs vœux, étroitement liés à la France. Et le 8 juillet 1959, le général de Gaulle, à Madagascar, parle de cette communauté. Si nous sommes ici, ensemble, c'est parce que depuis lors, nous avons librement, en toute indépendance, les uns et les autres, formé la communauté des peuples libres que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi l'avons-nous fait? Nous l'avons fait d'abord parce que notre amitié, mais aussi le temps où nous sommes et le monde où nous vivons, nous l'imposent. C'est parce qu'il faut nous développer les uns et les autres, car quand on ne progresse pas, on dépérit, et que pour progresser, il faut tout un ensemble de techniques, d'organisation et de ressources qui exigent tout un ensemble de peuples. C'est pourquoi notre communauté a été faite d'abord sous le signe de l'efficacité. Mais nous l'avons faite aussi parce que nous sommes des hommes libres et que nous voulons le rester. La liberté se gagne, bien sûr, mais elle se défend également. Et dans le monde où nous sommes, on doit savoir et vouloir la défendre. Comment le faire si l'on est isolé, livré à soi-même? Au contraire, on a toutes les chances de rester libre quand on est un grand nombre d'hommes libres unis. Notre communauté a été faite aussi sous le signe de la sécurité. Enfin, nous avons fait la communauté pour donner l'exemple aux autres. D'un bout à l'autre de la terre, combien de peuples sont réciproquement opposés, combien d'ambitions, combien de haine se donnent libre cours. Nous avons su réunir, mettre en commun tout ce que sont, tout ce que valent des peuples pourtant très éloignés, très différents les uns des autres. Que le monde en prenne l'exemple. Je le dis à Tananarive pour que cela soit entendu d'un bout à l'autre de la terre. Saint-Louis du Sénégal, 12 décembre 1959, le général de Gaulle s'adresse à l'Afrique. Il faut que les Français, les Africains et les Malgaches restent étroitement ensemble. Il le faut à cause des hommes de ce grand continent qui veulent et qui méritent le progrès. Il le faut à cause de la France, dont le concours implique des liens qui soient réciproques. Il le faut pour que nous puissions représenter et faire valoir dans le monde l'idéal qui nous est commun. Il le faut pour que nous soyons en mesure, s'il le fallait, de défendre ensemble nos terres contre ceux qui voudraient les prendre
et nos âmes contre ceux qui voudraient les asservir. Et puis il le faut, pour que l'ensemble fraternel que nous sommes, et qui est un élément d'équilibre dans le monde, et un exemple, que cet ensemble persiste. L'Angleterre à présent reçoit solennellement celui qui, en juin 1940, avait maintenu la France à ses côtés pour continuer la guerre, et le 7 avril 1960, le général de Gaulle prend la parole à Westminster Hall devant les membres du Parlement britannique. Il y a 16 ans que je ne suis venu chez vous. La dernière fois, c'était au moment où les armées de l'Occident reprenaient pied sur le sol de la France afin de libérer l'Europe. L'événement marquait l'éclatante réussite guerrière de votre royaume et du Commonwealth. L'événement aussi glorifiait tous les efforts, tous les sacrifices que votre peuple avait prodigués dans les combats sur terre, sur mer et dans les airs, comme aux usines, aux mines, aux champs, aux bureaux. Cet événement récompensait toutes les angoisses et toutes les larmes qu'il avait secrètement refoulées. Le général de Gaulle évoque maintenant la Seconde Guerre mondiale et puis il déclare: Assurément, ce sont vos qualités nationales profondes qui ont été les principales causes de vos succès. Mais dans votre réussite, pour combien a compté aussi la valeur de vos institutions au pire moment? Qui donc, chez vous, contesta la légitimité et l'autorité de l'État? Aujourd'hui, à Westminster, je tiens à rendre à l'Angleterre cet hommage dans ce domaine comme dans d'autres. Sûr de vous-même, sans presque en avoir l'air, vous pratiquez dans la liberté un régime solide et stable. Si fortes sont chez vous la tradition, la loyauté, la règle du jeu, que votre gouvernement est doté tout naturellement de cohésion et de durée, que votre Parlement a au long de chaque législature une majorité assurée, que ce gouvernement et ce Parlement s'accordent en permanence presque vos pouvoirs exécutifs et législatifs, s'équilibrent et collaborent en quelque sorte par définition. Le général de Gaulle s'est rendu aux États-Unis d'Amérique et le 25 avril 1960, il parle à Washington devant les deux chambres réunies en congrès. Je ne crois pas en effet qu'à aucune époque l'espèce humaine ait été aussi menacée. La machine a pris le pouvoir sur la Terre. Elle y a lancé un progrès matériel immense. Mais en même temps, elle a provoqué l'apparition de deux systèmes apparemment inconciliables et qui prétendent, chacun de son côté, détenir la seule manière valable de transformer la société. D'autre part, l'ébranlement qui a été causé par les guerres mondiales a suscité chez des peuples qui totalisent 2 milliards d'hommes tout à la fois la volonté de s'affranchir
de toute suggestion étrangère et le désir passionné d'accéder à leur tour au degré de développement des régions les plus avancées. Enfin, les moyens nucléaires de destruction capables d'anéantir la vie sur de vastes espaces et les véhicules susceptibles de les transporter n'importe où ne cessent pas de s'accumuler et de se perfectionner. Toutes ces données liées ensemble font que l'équilibre du monde est aujourd'hui une guerre froide qui proclame la peur, provoque l'invective et engloutit les ressources, tandis que les problèmes paraissent insolubles et empoisonnés. On sait que la réconciliation franco-allemande est l'un des fondements essentiels de la politique étrangère du général de Gaulle. Et le 4 septembre 1962, avant d'être acclamé par le peuple allemand, le général de Gaulle est reçu à Bonn par le président Lübke. Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne, que l'Allemagne reçoive aujourd'hui le chef de l'État français, qu'elle l'accueille avec la cordialité que vos paroles viennent si noblement d'exprimer, que votre hôte soit cet homme même qui a l'honneur de vous répondre, que de telles cérémonies succèdent ici à celles qui en France ont eu lieu lors de votre si émouvante visite, puis à l'occasion de l'inoubliable voyage du chancelier fédéral. Voilà qui marque notre temps d'une empreinte exceptionnelle, car le rapprochement amical de nos deux pays est sans conteste un des événements les plus importants et les plus éclatants de tous ceux que l'Europe et le monde ont jamais vécu au long des siècles. D'autant plus que cette union vers laquelle tendent l'Allemagne et la France, c'est en vue d'agir ensemble qu'elle commence à la bâtir. Dans les bons, les très bons rapports mutuels de nos deux gouvernements, des sceptiques pourraient voir seulement cette sorte d'abandon qui porte, au terme de leur combat, qui porte à s'appuyer l'un sur l'autre, deux lutteurs chancelants et épuisés. Et certes, il est bien vrai que les Français et les Allemands, ayant renoncé à leur lutte stérile et ruineuse, s'aperçoivent maintenant de ce qui les fait se ressembler. Mais si nous avons relégué nos querelles et nos fureurs, ce n'est pas pour nous assoupir. Il s'agit que de notre réconciliation, nous tirions une source commune de force, d'influence et d'action. Une conférence de presse est donnée au Palais de l'Élysée le 31 janvier 1964. Or, 4 jours auparavant exactement, la France et la Chine populaire ont décidé d'établir entre elles des relations diplomatiques. Et le général de Gaulle est évidemment interrogé sur les raisons de cette initiative. La Chine, un grand peuple, le plus nombreux de la Terre, une race
où la capacité patiente, laborieuse, industrieuse des individus a depuis des millénaires compensé le défaut de cohésion et de méthode, le défaut collectif de cohésion et de méthode, et a bâti une très particulière et très profonde civilisation. Un très vaste pays, géographiquement compact et pourtant sans unité, étendu depuis l'Asie mineure et les marges de l'Europe jusqu'à la rive immense du Pacifique et depuis les glaces sibériennes jusqu'aux régions tropicales de l'Inde et du Tonkin. Un État plus ancien que l'histoire, toujours résolu à l'indépendance, qui s'est constamment efforcé à la centralisation, d'instinct replié sur lui-même et dédaigneux des étrangers, mais conscient et orgueilleux d'une immuable pérennité. Telle est la Chine de toujours. L'entrée en contact de ce pays-là avec les nations modernes lui a été très dure et très coûteuse. Les multiples sommations, interventions, expéditions, invasions européennes, américaines, japonaises, lui ont été autant d'humiliation et de démembrement. Alors, tant de secousses nationales et aussi la volonté des élites de transformer coûte que coûte leur pays pour qu'il atteigne à la condition et à la puissance des peuples qui l'avaient opprimé, ont conduit la Chine à la révolution. Le général de Gaulle rappelle les conditions dans lesquelles naquit la Chine révolutionnaire. Il montre son importance en Asie et dans le monde entier, et puis il parle des rapports franco-chinois. Pékin et Paris sont donc convenus d'échanger les ambassadeurs. Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. En nouant avec ce pays, avec cet État, des relations officielles, comme maintes autres nations libres l'ont fait auparavant, et comme nous l'avons fait avec d'autres pays qui subissent des régimes analogues, la France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Mais il se peut aussi que dans l'immense évolution actuelle du monde, en multipliant les contacts directs de peuple à peuple, on serve la cause des hommes, c'est-à-dire celle de la sagesse, du progrès et de la paix. Il se peut que ces contacts contribuent à l'atténuation déjà commencée entre des contrastes et des oppositions dramatiques entre les camps qui divisent l'univers. Il se peut qu'ainsi les âmes, partout où elles sont sur la terre, se retrouvent un peu moins tard au rendez-vous
que la France a donné à l'univers voici 175 ans, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Après s'être rendu en avril 1964 au Mexique, le général de Gaulle accomplit la même année, en automne, un voyage triomphal dans tous les pays d'Amérique du Sud, et le 25 septembre, au Pérou, il s'adresse en espagnol à la population de Lima. Peruanos, Francia, tierra de historia y de civilización, saluda al Perú, heredero de nobles tradiciones y animado por su afán de renovación. Francia saluda al Perú, aquí en Lima, capital celebrada desde que América apareció en la escena mundial. Lima, que es la linda y la moderna. Hace tiempo ya que la Francia de la paz y del progreso ama y respeta al Perú, del progreso al Perú, del progreso y de la paz. Francia ofrece al Perú una cooperación todavía más estrecha por la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres. ¡Viva el Perú!